Bien, bonjour Monsieur le Président. Bonjour, monsieur Landau. Quels sont les sujets sur lesquels travaille le CNE que vous présidez en ce moment? Le CNE, que je préside depuis 2012, a été mobilisé par le gouvernement pour le chantier eau de la planification écologique. Euh, j'ai été saisi en tant que président, en même temps que les présidents des comités de bassin, au mois de septembre, le 29 septembre, par les ministres Christophe Béchu, Bérangère Couillard, Agnès Firmin-Lebaudot. Et nous avons reçu une lettre de mission, en quelque sorte, qui nous demandait, sans remettre en cause les processus antérieurs des assises de l'eau, du Varenne agricole de l'eau et du changement climatique, de préciser les orientations souhaitables, que le CNE jugerait souhaitables, pour accélérer la transition écologique, la transition énergétique et tous les sujets qui touchaient à l'eau, autour des économies, du partage, de la qualité de l'eau également. Bien entendu, dans le contexte du changement climatique qui est, je pense, indiscutable maintenant, et qui a été particulièrement marqué cette année par une sécheresse longue et forte. Sécheresse donc à répétition, stress hydrique auquel notre pays n'était absolument pas habitué, qui entraîne des tensions plus importantes qu'autrefois en termes de conflits d'usage. Dans Absolument. ces domaines-là, quelles sont les pistes de réflexion qui sont celles du CNE d'une part et vos positions personnelles si une distinction entre les deux existe, si vous avez des positions qui seraient les vôtres sans être collégialement entérinées. Euh, pour, pour, euh, pour travailler dans ce processus qui était souhaité par le gouvernement, j'ai souhaité que 6 groupes de travail moulinent sur les sujets pendant les mois de novembre et décembre. Et nous avons, le 20 décembre dernier, réalisé une synthèse de ces travaux. J'avais dans ces 3 groupes été appuyé sur les groupes de travail existants, la commission consultative des prix et la qualité des services d'eau potable, un autre sur les DOM et un autre sur le comité d'anticipation et de suivi hydrologique dont je mène généralement les travaux. Et 3 groupes ont été créés à l'occasion, un sur le grand cycle de l'eau, un sur le sujet de la sobriété, du partage et des économies d'eau, et un autre sur les pollutions diffuses. Donc, il m'est revenu de faire la synthèse politique des travaux du CNE. J'ai rendu ma copie à la ministre le 5 janvier dernier, c'est récent. Et c'est sur la base de ces propositions qui ont été aussi formalisées par la direction de l'eau et de la biodiversité, avec un support qui reprend tous les travaux de ces groupes de travail. C'est sur ces propositions-là que le gouvernement fera son marché, je dirais, et va chercher à faire des propositions pour, encore une fois, continuer sur le travail déjà mené dans le cadre des assises de l'eau et du Varenne agricole de l'eau et du changement climatique. Donc, très clairement, la pression sur la ressource donnée par les sécheresses récurrentes, mis à part l'année 2021, on voit bien que la tendance est là, de sécheresses plus fortes, plus longues, souvent répétées, et que le multi-usage devient un impératif. Alors, multi-usage, évidemment, chacun a sa vision des choses compte tenu de son motif de rentrer dans le sujet de l'eau, socio-professionnel, du tourisme, de l'agriculture, de l'industrie, et après la vision plus environnementaliste des associations de protection de la nature. Donc moi, il me revient, dans le cadre du CNE, non pas d'arbitrer, le mot est trop fort, mais de mener ces débats pour rechercher bien sûr les consensus, ou au moins les meilleurs compromis possibles. En tout cas, les objectifs d'économie d'eau, ils sont affichés. Ils doivent être respectés avec des horizons de temps variables, puisque les assises avaient fixé 2030, 2050.
avec en 2050 des objectifs de réduction de la consommation à 25%. Donc, chacun doit participer, je dirais, comme en termes de contrat de mariage, à proportion de ses facultés respectives. Mais bien sûr, les conditions de l'accès à l'eau, du stockage de l'eau, dès lors qu'on ne considère pas que c'est un gros mot, constituent aussi sur les territoires, dans toute leur diversité, un sujet complexe. Donc, moi, à titre personnel, je m'applique à chercher ces compromis. Je défends le multi-usage. Je pense que chacun a sa légitimité à l'accès à l'eau. Le tout est de voir dans quelles conditions on fait vivre sur les territoires, encore une fois dans toute leur diversité, diversité du réseau hydrographique, diversité des sols, diversité des cultures pratiquées, diversité des nappes. Sont-elles alluviales, sont-elles des nappes profondes? Tous ces débats-là sont croisés au sein du CNE. Vous vous doutez que la position unanime n'est jamais trouvée, mais il faut collectivement avancer, j'en suis convaincu. Il y a multi-usage et sobriété sont des points de convergence qui ne feront pas longtemps débat, mais si on rentre dans les détails, les débats reviennent. Une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'il faut un pilote à bord? Parce que finalement, on a des préfets qui ont quelques pouvoirs, mais pas tant que ça et pas tant de possibilités que ça d'agir. On a des nouveaux textes qui viennent de sortir sur le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau, sauf que quand on va dans les détails, il ne me semble pas que l'autorité en charge de l'eau potable ait tant de pouvoir que ça de contraindre quiconque à cette sobriété on continue à avoir des problèmes. Alors certes, il y a des pouvoirs de police du préfet qui d'ailleurs viennent d'être annulés dans plusieurs cas. Je pense à un cas un peu important qui a eu lieu dans les Pyrénées-Orientales où des rejets vers des canaux d'irrigation étaient considérés comme excessifs au regard des autres besoins à satisfaire, entraînant une censure par le juge. Mais en clair, conflit d'usage, oui, sobriété, multi-usage, oui, point relativement consensuel. Mais quand on va dans le détail de quel volume pour chacun et comment on s'organise, est-ce qu'on n'a pas un petit problème d'absence de pilote dans l'avion? Alors, sur ce point du pilotage, je vais faire un petit retour sur le processus du Varenne agricole de l'eau et du changement climatique. J'avais défendu à l'époque l'idée qu'il n'était pas anormal de se pencher sur un usage quantitatif majeur, surtout quand les besoins étaient révélés au moment de la période d'étiage. Et nous avions avec Luc Servant, avec lequel je copilotais la thématique 3 sur les retenues de substitution, j'avais dit aux deux ministres qui pilotaient le dossier, Bérangère Abba et puis à l'époque pour le ministère de la Transition écologique et Julien Denormandie pour l'agriculture, j'avais dit mettez vite la formule quelle stratégie d'aménagement du territoire au pluriel. On ne peut pas avoir laissé accréditer l'idée que l'État a la solution tout seul et pour tout le monde, et qu'elle serait valable pour tout le monde. Donc en mettant la formule quelle stratégie d'aménagement des territoires, et tous les termes doivent être mis au pluriel, il est clair que, et le CNE partage cette position que je défends, que la décision, les débats, ils doivent être au plus près des acteurs. Ils doivent être portés au niveau des bassins versants, des sous-bassins versants, par tous les acteurs. Les lieux de débat doivent être des lieux de proximité qui intègrent tous les usages et qui intègrent tous les acteurs, toutes les strates euh, plus politiques d'administration locale. Moi, je suis pour que les régions prennent leur part dans ce débat. Elles sont des acteurs du développement économique et l'industrie et l'agriculture sont des clés de développement qu'elles accompagnent. Les départements ont leur part d'histoire dans l'eau. Ils ont accompagné les communes historiquement dans leurs premiers équipements, dans les syndicats de deuxième génération. Et j'ai défendu, dans le cadre du processus en cours,
que les schémas départementaux soient actualisés ou remis sur la table. Là, on voit bien que la sécheresse de l'été dernier, l'État disait qu'il y a une centaine de communes qui ont été en difficulté d'approvisionnement et ont dû être réalimentées par des citernes, de l'eau qui roule, c'est un mot que j'emprunte à Alain Rousset, ou par des bouteilles. Non, ce n'est pas suffisant de dire une centaine, il faut dire lesquelles, où elles sont et pourquoi, et chercher la raison pour laquelle elles ont été en difficulté d'approvisionnement. Donc on voit bien que tous ces sujets, quand ils sont clairement posés, ils nous renvoient à l'organisation territoriale, ils nous renvoient à la loi et au transfert de compétences, ils nous renvoient à la lucidité qu'on doit avoir sur les conditions pour lesquelles des communes ont été en coupure. Et moi, je peux vous dire que ce n'est pas une centaine, c'est plus de 500. Et du coup, les ministres ont demandé au préfet, puisque vous les mentionniez dans votre question de départ, ont demandé au préfet, par un courrier du 15 décembre dernier, de faire remonter les noms des communes qui ont été en coupure, en difficulté d'approvisionnement. Donc, comment les terrains, comment les territoires doivent s'organiser pour cette gestion de l'eau partagée et maintenir, tout en ayant le souci de l'économie et de la sobriété, maintenir les bonnes conditions d'un accès à l'eau. Moi, je pense que, et on va rentrer un peu dans votre domaine du droit, je pense que l'échéance 2026 de transfert des compétences doit être respectée. On ne peut pas prolonger plus longtemps les doutes ou les atermoiements sur ce transfert de compétences. Il a été fait. Georges, pour ceux qui nous écoutent ou nous lisent, vous parlez bien du transfert des compétences de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement collectif aux communautés de communes. Absolument. Très bien. Avec une précision que je tiens à apporter, quand j'étais parlementaire, j'ai fait voter, dans le cadre de la loi MAPTAM, l'amendement dit de représentation-substitution, qui permet aussi, si une intercommunalité ne jugeait pas avoir la taille ou les compétences financières et techniques suffisantes pour assumer cette compétence, de la transférer à des syndicats structurés. Donc j'en appelle, moi, à la C'est évidemment très important. J'en appelle, moi, à la structuration de syndicats majeurs qui pourraient porter à la fois la production de l'eau potable, mais aussi la distribution pour réduire le nombre de mètres d'ouvrage, lutter efficacement contre les fuites par les travaux ad hoc, réaliser les interconnexions nécessaires là où elles doivent se faire et qui permettraient de résoudre ces difficultés d'approvisionnement. Oui, surtout qu'il y a beaucoup dans les petits services de pompage de surface qui ne tiennent pas. On a un mur devant nous d'investissement au regard de l'ancienneté des réseaux d'eau potable, au regard des taux de fuite que vous venez d'évoquer, mais aussi du besoin d'abandonner à terme, au moins une partie de l'année, certains pompages de surface qui, pour des raisons tant d'accès à la ressource que de qualité de cette eau quand l'étiage est bas, et là, on va avoir devant nous un mur d'investissement que les petits services ne pourront pas porter, hein. Je partage ce point de vue, d'autant que ça nous renvoie aussi à la question de la protection des captages. Et du coup, on rentre là dans les questions de sécurité, de qualité, dans les questions dans la lutte contre les pollutions diffuses, dans la lutte contre les pollutions individuelles et humaines, dans les sujets de santé publique. Et puis, ce mur d'investissement, même si les assises de l'eau, dans leur première phase, s'étaient penchées en 2018 sur le sujet, le problème de l'émiettement de la maîtrise d'ouvrage nous empêche de l'avoir résolu complètement. Les communes sont habituées à ne réaliser des travaux que quand elles ont un taux de subvention large et qui approche bien entendu les 80%. C'est généralement pas possible en matière d'eau potable. Et même si je défends l'idée que les agences de l'eau doivent continuer de financer les opérations de petit cycle dans leur 11e programme en cours ou dans le 12e programme sur lequel elles commencent les réflexions, on doit aussi admettre que sur des investissements lourds et de long terme, le recours à l'emprunt n'est pas un gros mot. Tout à fait. Donc là, on parle de l'alimentation en eau potable et du petit cycle. Un des problèmes, justement, c'est comment dire, entre le préfet,
les autorités gemapiennes, les autorités en charge du petit cycle et les autres usages, on a quand même, et les agences ou offices de l'eau, on a un morcellement des pouvoirs décisionnels que les préfets, même ceux qui sont coordinateurs de bassin, se retrouvent à avoir du mal à assurer, et ils sont aux confluences en plus de pression économique, voire politique, redoutables. Je pense notamment, vous avez, on pense toujours au conflit entre irrigants et alimentation en eau potable, mais vous avez cité tout à l'heure qu'il y a bien d'autres acteurs dans tout ceci. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de renforcer la coordination et la prise de décision en termes d'usage des uns et des autres des volumes d'eau, ou est-ce que le système actuel, qui in fine repose sur le préfet, mais dans un processus complexe et avec une fragmentation des savoirs, est-ce que le système actuel vous paraît satisfaisant? Deux choses. Une première remarque, c'est que le système actuel d'organisation de la politique de l'eau, il est basé essentiellement sur la loi fondatrice de 64, avec les Mhm. changements qui ont pu avoir lieu, ou les évolutions, modifications qui ont eu lieu par les lois de 92 et de 2006-2007, la LEMA. Et moi, je pense que la politique des bassins versants ou des sous-bassins versants, elle est essentielle à maintenir. Les parlements de l'eau existent déjà à travers les comités de bassin. Alors bien sûr, on est au niveau là des grands bassins hydrographiques et le support, avec le support des agences, mais effectivement, il y a un éloignement ou une difficulté de compréhension de tout un chacun sur cette organisation. J'en suis bien conscient. Donc localement, euh, on peut s'appuyer sur des procédures qui existent déjà, dès lors que les élus sont sensibles au sujet et le prennent à bras le corps, et quand ils portent des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau qui déclinent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau sur leur propre territoire. Le fait est que cette organisation est encore largement incomplète, puisque quand on regarde la carte de France des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, elle est, la France semble à peu près couverte dans l'ouest, mais pas du tout dans la partie est du territoire. Et par ailleurs, la taille très différente d'un sage à l'autre donne aussi de la complexité. Je prends un Oui, ce que j'allais exemple. dire, c'est qu'au sein des SDAG, on a des retards, mais au niveau des sages, là, il y a des vraies inquiétudes. Il y a des inquiétudes et il y a une grande diversité. Je prenais l'exemple, je voulais prendre l'exemple de la vallée de la Dordogne. Le SAGE est porté sur les 6 départements traversés par la rivière Dordogne. Euh, Ça peut avoir un avantage du point de vue de l'établissement public territorial qu'il porte, parce que par lui, on peut passer des politiques territoriales, mais euh, la gestion au plus près, elle n'est pas présente. Et du coup, il n'y a pas une association des acteurs des territoires suffisamment forte de mon point de vue, quand les sages sont trop grands. Les commissions locales de l'eau ont du mal à fonctionner, même si on essaye de répartir par commission territoriale le débat autour des sages. Donc, carte incomplète, et quand elle existe, pas forcément le meilleur fonctionnement possible. Moi, je suis gourmand, je suis à la fois demandeur d'un État fort qui donne les axes, les directions d'organisation et qui soutient après sur les territoires des modes d'organisation nouveaux, participatifs. Et je suis demandeur d'une décentralisation encore plus appuyée qui fasse confiance au territoire et à la qualité des acteurs pour discuter entre eux des différents enjeux. C'est une grande ambition. Elle ne se réalise pas forcément, mais ça nous renvoie à la question tout à l'heure du transfert de compétences. Si on reste dans cette situation, on ne créera pas Mm. les conditions d'un débat local, sinon apaisé, tout au moins qui d'abord existe, doit exister au plan local. La question de la disponibilité de la ressource, de sa quantité et de sa qualité, c'est chacun qui doit s'en emparer. Et donc, il faut réussir à trouver des commissions locales de l'eau à la bonne maille, avec un État qui impulse, qui accompagne financièrement par ses agences, aussi bien le petit cycle que le grand cycle. C'est pour ça que je défends, si on peut en venir aux aspects financiers, que l'argent de l'eau reste à l'eau. J'ai combattu comme parlementaire, et je continue de le faire, le plafond mordant, que ce soit Mm. le plafond de dépenses ou le plafond de recettes. C'est quand même la facture d'eau qui aujourd'hui permet
à travers les redevances pollution et redevances prélèvement, de mener l'accompagnement des politiques innovantes sur le grand cycle, sur les solutions fondées sur la nature, sur la renaturation des zones humides, sur la lutte contre l'artificialisation des sols. C'est quand même ces redevances qui aujourd'hui permettent l'action sur le territoire. Et je note au passage, et j'insiste sur ce point, qu'aujourd'hui, même si on aspire à dire que l'eau et la biodiversité payent l'eau et la biodiversité, aujourd'hui, force est de constater que c'est l'eau qui paye l'eau et la biodiversité. Donc, Oui. nous avons aussi, dans le cadre des travaux en cours, demandé à ce qu'il y ait la création d'une redevance spécifique sur le financement de la biodiversité. Alors ça, c'est très important. Effectivement, le financement de la biodiversité d'une part et de la GEMAPI d'autre part, avec quelques éléments d'interconnexion tout de même sur la partie GEMA, hein, sont des paramètres sur lesquels vous avez des positions, je crois, effectivement assez fermes. Euh, Quelles sont plus précisément vos propositions sur ce point? Sur la GEMAPI, moi, j'ai tout entendu sur la GEMAPI. J'ai entendu des collectivités qui nous disaient on n'a pas, il y a des collectivités qui ne veulent pas y aller. J'ai entendu des collectivités qui y vont à petits pas en disant mais taxer 40 euros par habitant, etc., c'est beaucoup. Et d'autres qui me disaient ben non, c'est pas assez. Il faut qu'on puisse aller plus loin. Ça Donc, dépend des ambitions, mais ça dépend aussi beaucoup des territoires, hein. exactement. Et c'est pour ça. Et puis, si on raisonne en fonction des dépenses antérieures de PI ou si on raisonne en fonction des dépenses futures de PI, qu'on y intègre la GEMA qui ont plus d'interconnexions qu'on ne le dit souvent. Je partage. Mais alors du coup, par exemple, les timides avancées sur les contributions fiscalisées au profit, à titre expérimental, au profit des EPTB et des choses comme ça, sont des choses que vous soutenez ou pas? Alors, Qui, comme vous le savez, ont été adoptées, puis il y avait une petite modification dans la loi de finances qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel là-dessus. nous avons appelé dans nos conclusions au niveau du Comité national de l'eau à se pencher sur ce sujet de la fiscalité des EPTB. Mhm. Euh, je ne sais pas quel contour ça prendra du temps, je ne sais pas quel contour ça prendra, mais en tout cas, ce que je note déjà, en tout cas c'est vrai dans le bassin où je suis administrateur à Adour-Garonne, que les débats récents amènent à nous vouloir appuyer l'accompagnement des politiques publiques de l'eau sur les EPTB. Dès lors qu'ils sont bien structurés, qu'ils sont articulés pas seulement techniquement, mais aussi politiquement avec les différents niveaux d'échelon territorial. C'est un exercice qui ne sera pas simple, mais en tout cas, ça me semble être, moi, une bonne orientation. Et pour ce qui est de la biodiversité à proprement parler, là, quelles sont vos propositions? Parce que je suis, comme vous, inquiet du financement de ces politiques, notamment s'il n'y a pas de financement dédié. Mais déterminer qui paye et comment n'est pas un petit sujet quand même. D'autant que la position de l'État et de Bercy en particulier est de dire pas de taxes nouvelles. Donc l'idée que le CNE a portée, et nous avons auditionné l'an dernier le député Christophe Géretti et le Mhm. sénateur Alain Richard, c'est de s'appuyer, à ce jour, c'est la seule piste qui nous semble viable, s'appuyer sur leur travail, sur une taxe déjà existante dont on augmenterait l'assiette. Et puis, vous avez évoqué les pollutions diffuses. Sur les pollutions diffuses, notre échange est au lendemain de la publication au JO de l'ordonnance, puis de 2 décrets, puis d'une foultitude d'arrêtés de transposition de la directive de 2020. Mais je crois que votre réflexion dépasse le cadre pur de ce document. Et les problématiques de pollution diffuse touchent le petit cycle, mais il y a des réflexions également sur la notion des paramètres à prendre en compte dans le grand cycle. Sur tout ceci, quels sont l'état de vos réflexions et de vos préconisations? Alors, c'est un sujet qui est éminemment complexe dans la mesure où on n'a pas, enfin, mon sentiment, c'est qu'on n'a pas une lisibilité très claire sur ce que l'Union européenne va vouloir décider en matière de mesures et de recherche des molécules et qui pourraient amener à un durcissement de la législation. Et ça, pour moi, je considère que c'est une grande inquiétude que partagent bon nombre d'élus dès lors que la responsabilité de la distribution de l'eau, pour ce qui est de l'eau potable,
ou dès lors qu'ils sont sensibles aux sujets environnementaux, et donc se penchent sur les raisons qui créent ces pollutions diffuses. Donc, qui dit pollution diffuse nous fait penser dans une première réaction aux pollutions diffuses agricoles. Mhm. Or, nous ne devons pas oublier que chacun de nous, à titre personnel et individuel, est aussi émetteur de pollutions diffuses, ne serait-ce qu'à travers les pollutions médicamenteuses. Et donc, j'ai interrogé dans un CNE d'avant le processus, dans le courant de l'année dernière, la Direction générale de la santé qui venait débattre dans le cadre du CNE avec nous, mais on n'a pas de réponse sur les dates à laquelle la mesure des métabolites de pesticides, une mesure différente avec des critères, des recherches de molécules différentes, les métabolites de pesticides, les PFAS, tous ces sujets-là, il y a une vraie incertitude sur les dates auxquelles ça va s'appliquer et donc éventuellement durcir sur certaines molécules, voire adoucir sur certaines autres les procédures de recherche. Et tout ça pèse évidemment sur un climat d'incertitude, sur le moment de faire les investissements et à combien ils vont se chiffrer et en fonction de quelles décisions ces investissements seront à faire avant telle ou telle date et telles échéances. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Il y a à la fois des interrogations sur les calendriers, les molécules à rechercher et des interrogations sur les conditions dans lesquelles les collectivités devront, ou les acteurs économiques devront s'engager dans des processus plus sévères. Revenons sur le grand cycle. Vous avez évoqué évidemment les questions d'étiage et évoqué le fait que donc il n'était pas nécessairement illégitime de stocker de l'eau l'hiver pour un usage estival, on va le dire comme ça. Ça me va, moi, comme formulation. Euh, Objectif des ministres dans le cadre du processus du Varenne. voilà. Oui, oui, avec certaines limites. Concrètement, quelles sont les préconisations du CNE sur ce point? On en reste au Varenne ou est-ce que vous avez de nouvelles préconisations, propositions concrètes à formuler à l'État dans ce domaine ô combien sensible et souvent mal compris? Alors, je vous ai dit au début de notre entretien que le processus du chantier eau en cours s'appuyait à la fois sur les conclusions des assises de l'eau et aussi sur ce qu'avait dit le Varenne. Même si je n'ignore pas et j'ai toujours en tête les réticences des associations protectrices de l'environnement sur le processus du Varenne lui-même. Ils y ont participé de fait lors d'un CNE que j'avais organisé et dédié au sujet. Mais c'est avec beaucoup d'inquiétude de leur côté par rapport aux risques dans lesquels qu'ils voyaient d'une reprise en main de la politique de l'eau par le ministère de l'Agriculture. Disons les choses comme elles ont été exprimées. Moi, encore une fois, j'ai défendu l'idée que dans le souci d'une continuité des politiques publiques, il n'était pas normal de se pencher sur cet usage majoritaire quantitativement, particulièrement aux périodes d'étiage. Mais je ne considère pas que le terme stockage soit un gros mot. Voilà, on a une donne locale dans les Deux-Sèvres qui fait que le mot bassine est particulièrement connoté négativement. Moi, ce que j'en retiens, c'est que le processus d'acceptation sociétale de l'idée de puiser l'eau dans les nappes phréatiques profondes est maintenant plus accepté. Par contre, tout en rappelant que sur le sujet local qu'on vient d'aborder, il y avait eu un accord, un protocole d'accord qui avait été signé, y compris par les représentants de France Nature Environnement localement, parce que les prélèvements se faisaient dans la nappe alluviale. Donc il faut savoir de quoi on parle, de quelle eau on parle, dans quelles conditions on peut la conserver dès lors qu'elle tombe plus abondamment. Et là, bien entendu, ça renvoie à la qualité du débat local.
Je me permets d'ajouter que les réponses à ces questions ne sont peut-être pas les mêmes et on le lit rarement selon le type d'agriculture que nous finançons en aval. S'il Oui. s'agit d'irriguer des exploitations dans des territoires où ça n'est pas soutenable à 20 ans, on n'a pas la même réponse que s'il s'agit d'apporter un petit peu d'eau à du blé ou à des vignes qui ont bien toute leur légitimité sur nos territoires dans le long terme. Et puis les techniques d'irrigation évoluent. Tout à Euh, fait. on évoque, on peut continuer d'irriguer et de satisfaire la production végétale avec des techniques différentes, de goutte à goutte. En tout cas, moi, ce que je mets en avant, c'est l'impératif de connaissance des prélèvements. Le monde agricole ne pourra pas participer à ce débat de façon crédible s'il ne tranche pas définitivement cette question de la connaissance exhaustive des prélèvements. Oui. Euh, Ensuite, Et s'il deuxième n'y a pas un peu de police ensuite dans les usages. absolument. Et deuxièmement, qu'on débouche sur ce que j'appelle l'irrigation éco-efficiente, qui permet d'avoir des compteurs intelligents qui déclenchent les arrosages à des périodes où il ne fait pas 40 degrés dehors et pas en plein soleil, euh, qui, qui étudie culture par culture le juste besoin en eau, parce que bien souvent on s'aperçoit que les pratiques antérieures amener trop d'eau et que ce n'est pas forcément utile pour la plante, voire même inutile. Et donc, toutes ces techniques-là, il faut les promouvoir et l'innovation et un usage de la data et du numérique meilleur et plus efficient est un service à rendre à l'agriculture pour qu'elle conserve sa crédibilité quand elle demande ses besoins en eau. Donc voilà, je pense que ça nous renvoie à la donne locale. J'étais lundi et mardi dans la région PACA pour découvrir le système Durance, le canal de Provence, enfin, etc. Et on voit bien que bon nombre d'agriculteurs sont engagés dans ces travaux de fond, d'évolution de leur filière, d'évolution de leur pratique. Et c'est autour de ces bons exemples qu'il faut que localement, et encore une fois, le local, il peut avoir des périmètres différents en fonction de ses sous-bassins versants, tous les acteurs de l'eau se mettent à se parler et peut-être à se comprendre. Je viens de vous poser des questions sur un sujet explosif. Je vais en aborder un autre également explosif, qui est la continuité écologique des cours d'eau. Alors là, on est dans comment dire, dans des querelles sans fin et presque des guerres de religion. Mais d'un point de vue que je n'ose même plus appeler d'apaisé, puisque le terme lui-même est devenu connoté, d'un point de vue calme dans ce domaine où il y a les associations de pêche, les fédérations environnementales, les compétences gémapiennes, les craintes sur l'alimentation en eau potable, la question de biodiversité qui appelle à des réponses machin, et les moulins ou autres producteurs d'hydroélectricité ou autres arrêtoires dans la continuité du cours d'eau. Quelles sont les positions du CNE, sachant que nul n'ignore que ce sujet est effectivement tendu. Oui, mais je ne suis pas étonné que vous abordiez ce sujet. Je sais que vous. Et je remercie au passage Claude Miqueux, qui préside la commission réglementation du Comité national de l'eau et avec lequel nous avons engagé depuis plus de 4 ans cette recherche d'une politique apaisée de la continuité écologique. On est, euh, on est là dans un domaine très sensible, ce que j'appelle des injonctions contradictoires, qui n'épargnent pas les débats euh, du CNE. Mais ce groupe de travail spécifique que Claude Miqueux mène avec l'adjointe du directeur, traditionnellement avec l'adjoint ou l'adjointe du directeur de l'eau et de la biodiversité, il continue. Il continue laborieusement parce qu'il fait face à souvent des positions, ou pour dire autrement même des postures, de la part de certains acteurs, et quelquefois l'État n'y échappe pas lui-même, et ses représentants sur les territoires. Et donc moi j'en appelle
à l'intelligence collective, mais à force de le plaider, elle arrivera peut-être à gagner, à se pencher sur les questions de coût-efficacité, euh, à se pencher sur, parce que cette continuité écologique, il faut en chercher les raisons historiques. Pourquoi on la recherche? Souvent sont mises en avant les questions de remontée des migrateurs. Oui, mais euh, quelle efficacité au regard des sommes engagées dans ces programmes de restauration des migrateurs, quelle efficacité en nombre, en quantité, et auquel s'ajoute encore l'écoute des arrasements des seuils. Mmh. Moi, j'ai posé la question à mon agence, je vais avoir les réponses. J'ai demandé quel était le coût de la restauration des politiques des migrateurs depuis 30 ans. Mais ça renvoie aussi à la responsabilité de tous les acteurs. Il faut qu'elles aient des positions claires. Et là, j'en appelle à la Fédération nationale de la pêche. On peut vouloir la remontée des migrateurs, mais on ne peut pas non plus développer la politique de la pratique dite sportive des développement des silures dans les rivières de France. Les silures, ils font leur plat et leur plat de Noël et de Nouvel An, et pas seulement, mais aussi tout au long de l'année, dans les migrateurs qui pourraient remonter dans nos rivières. Donc c'est ce que j'appelle les injonctions contradictoires. Et évidemment, le sujet de la continuité écologique, il les cumule, parce qu'il cumule aussi, vous les avez mentionnés, l'historique des droits d'eau, l'historique des moulins. Je note au passage quand même que l'émiettement des responsabilités dans ce domaine-là et l'émiettement des structures qui portent ces sujets ne facilite pas un dialogue apaisé, puisque quelque part, il se crée aussi entre elles d'une surenchère en la matière. Donc, Oui. Alors moi, juste une remarque là-dessus. En tant que technicien, je continue à constater qu'effectivement, par exemple, beaucoup de décisions de l'État restent quand même censurées, ce qui prouve bien que, on va le dire, pour le dire gentiment, l'information sur l'état du droit ne descend pas dans chaque préfecture, on va le dire comme ça. Mais qu'effectivement, en face, on a des querelles et des hypersensibilités qui font que tout dialogue est difficile à bâtir. Mais moi, il y a une chose qui m'interroge, c'est que il y a d'abord des questions de coûts, alors d'injonctions contradictoires, notamment sur la pêche, c'est très clair. Ce qui me frappe, c'est les discours scientifiques contradictoires sur le fait que les petites retenues d'eau de faible hauteur, qui sont souvent celles de beaucoup de moulins notamment, euh, est-ce que ça gêne réellement notamment les salmonidés ou pas? Première question. Deuxième question, est-ce que réellement ça permet de maintenir plus longtemps un étiage haut sur les rivières ou pas? Et ça, je lis des études scientifiques dont certaines doivent être de mauvaise foi puisqu'elles se contredisent entre elles. Et même les gens qui sont de bonne foi dans ce dossier finissent par être perdus ou embrigadés faute de consensus technique. et encore une fois, je partage cette analyse, je la vis même sur certaines portions de Mhm. territoire. Et c'est vraiment une des difficultés. Mais ça renvoie à l'impératif de revenir à la donne locale très précise. Sur la première partie de votre question, moi je ne pratique pas la pêche, mais j'ai le plaisir d'accompagner chaque année un grand pêcheur de truites dans les rivières du Lot. Et franchement, une truite normalement constituée et habituée à son milieu, elle est capable de remonter un seuil de 80 cm ou 1 mètre. Et de mon point de vue, il y a une aberration économique à vouloir systématiquement araser des seuils qui sont franchissables. Et qui Euh, sont très souvent bien en dessous de ces 80 centimètres ou 1 mètre. voilà. Première chose. Deuxième chose, j'entends de plus en plus de témoignages qui disent ben, là où on a arasé, on a eu cet été un assec. Donc il y a ce débat qui n'est pas, qui n'est pas tranché. Est-ce que quelquefois un seuil ne constitue-t-il pas une réserve d'eau de facto et qui permet le maintien de la vie et de la biodiversité aquatique, puisque là, l'eau subsiste, alors que quand on a tout arasé,
Bah, évidemment, mais détenant de la continuité écologique à tout prix et de la non-intervention de l'humain sur le cycle de l'eau, il en existe qui vont jusqu'à des positions qui rappelleraient celles des ayatollahs en d'autres domaines. Mmh. La continuité écologique à tout prix, c'est-à-dire on ne touche pas une goutte d'eau, on la laisse, il faut absolument la laisser revenir dans les nappes profondes et en toutes conditions, nous amène à cette difficulté majeure. Et ça, il y a une école de pensée, j'en suis convaincu, en matière d'écologie, qui nous pousse vers cette voie-là. Elle est, me semble-t-il, intenable. Bah, surtout que nos cours d'eau sont déjà de toute manière artificialisés depuis longtemps et beaucoup parfois là on a besoin de l'humain au contraire pour renaturer, enfin c'est la ripisylve, etc. Pour cette biodiversité. Donc ne rien faire et serait, même dans la logique qui est celle des plus durs sur ce sujet, ils sont bien obligés d'admettre qu'on est bien obligé d'avoir de l'humain parfois juste pour renaturer de toute manière. Mais Mais n'oublions pas l'histoire, à savoir que beaucoup sur ces cours d'eau, c'est aussi les aménagements faits au début du siècle dernier, qui ont permis l'équipement en électricité de beaucoup de villes. hmm. Donc, voilà, je pense qu'il faut aussi avoir dans l'équilibre des usages une pensée sur et de considération sur l'hydroélectricité, y compris la petite hydroélectricité, sur sa contribution au mix énergétique et à la gestion de la pointe. Eh bien, oui. Et j'ai une autre question extrêmement sensible, mais sur un tout autre thème à vous poser. Quelles sont les positions du CNE et ou vos positions sur la question des eaux grises? Sur la question de l'usage donc des eaux de pluie ou eau en aval des systèmes d'épuration pour des usages agricoles ou domestiques sans consommation de l'eau, en termes de sécurité, en termes de coût d'investissement, en termes d'usage, en termes de difficultés d'accès, et sachant qu'on a eu quelques textes récemment, mais qui sont d'une telle exigence qu'ils sont quasiment, à mon avis, impraticables. Alors, deux éléments de réponse pour ma part sur ce sujet-là. Un, je suis convaincu que la politique de l'eau doit percoler avec la politique de l'urbanisme et de la gestion des sols, y compris en milieu urbain ou périurbain. Euh, on ne peut pas développer des politiques du grand cycle de l'eau, de solutions fondées sur la nature, de lutte contre l'artificialisation des sols, voire même de désimperméabilisation des sols, s'il n'y a pas plus et mieux d'articulation entre les politiques de l'eau et les politiques de l'urbanisme à travers les PLUI ou Mhm. les SCOT. Ça, c'est un élément qui est clairement ressorti dans le dernier processus en cours. Donc la gestion des eaux pluviales, c'est clair que c'est... Alors, je me permets de dire ma question qui était sur les eaux grises, mais sur ces questions d'eau, de ruissellement, etc., il y a un lien entre les deux qui est très net, c'est vrai. Et ce n'est pas que de la déperméabilisation en milieu urbain qu'on a tous à l'esprit, même si c'est très important. Mais c'est vrai que toutes les problématiques des eaux de ruissellement, y compris au regard des pratiques agricoles, il y a beaucoup de syndicats, des pages ou de PTV qui font un travail remarquable là-dessus, notamment sur des questions de haies dans le nord-ouest ou autres, qui sont remarquables. Et c'est des problématiques sur lesquelles, moi, en tant que juriste, ce que je peux vous confirmer, c'est la difficulté technique et juridique à mettre autour de la table le nombre d'acteurs considérable que l'on a dès qu'on va commencer à parler de la désimperméabilisation des sols et du ruissellement. Entre l'urbanisme, le monde agricole, les autorités en charge de la voirie, les autorités en charge des eaux pluviales, qui sont intercommunalisées pour certains interco et pas d'autres. Comme vous le savez, communauté de communes, ça ne fait pas partie du transfert de 2026. Hélas. Enfin, je dis hélas. Voilà, du point de vue qui nous intéresse aujourd'hui. Tout ceci rend le travail sur le terrain d'une grande complexité pour ceux qui essaient de prendre le taureau par les cornes. C'est peut-être, vous avez raison, c'est peut-être pour cette raison-là que la carte des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau est incomplète. Mhm. C'est peut-être pour cette raison-là que
devant la complexité, les élus ne s'emparent pas du sujet parce qu'effectivement, il est dévoreur de temps, de potentiel de réunion, Il y a quasiment que des coups à prendre. de complexité des intérêts et des coûts à Mm. prendre. Et donc, c'est clairement, je partage cette analyse-là. Sur votre question et plus particulièrement sur la réutilisation des eaux usées traitées, nous avons effectivement abordé le sujet et la secrétaire d'État Bérangère Couillard nous a posé la question en clôture de la réunion du 5 janvier dernier, quand nous faisions la restitution. Et je sais que c'est un des sujets que Christophe Béchu, que j'ai rencontré et croisé rapidement à 3 reprises, évoque à chaque occasion. Il cite, un peu en schématisant, mais 0,8% d'utilisation de réhutes en France, d'eau usée traitée, 10 fois plus en Espagne, 100 fois plus en Israël. Au-delà, une fois qu'on a posé à la louche comme ça le diagnostic, son interpellation, c'est de dire, et Bérangère Couillard l'a repris elle-même à son compte, comment on fait pour faire plus ou moins. Moi, ma réponse, et elle a, me semble-t-il, été largement partagée par la salle et les présents le 5 janvier, c'est qu'on est devant des problèmes réglementaires qui touchent au ministère de la Santé. Alors, le ministère de la Santé est dans le processus, puisque je vous ai dit la présence d'Agnès Firmin-Lebaudot le 29 septembre lors de la première prise de contact et avant la lettre de mission qu'on a reçue. Je pense qu'elle sera là demain à une autre visio qu'on doit avoir de calage avec les Bérangère Couillard et Christophe Béchu et les présidents de comité de bassin pour caler les derniers éléments avant, a priori, les annonces que feraient les ministres au carrefour des gestions locales de l'eau de Rennes, puisque c'est ainsi que le calendrier est décliné. Mais je note que l'interministérialité, la transversalité des réflexions, ce n'est pas une chose aussi facile. On peut l'afficher, mais la vivre, on peut la décréter, mais la vivre, ce n'est pas toujours si facile que ça sur le territoire. J'en prends comme exemple, et je l'ai fait savoir, que je regrettais beaucoup que dans le cadre de la mission Rétex Sécheresse qui a été confiée au CGAER, au CGEDD, les conseils généraux, donc des gens bien câblés, plus que techniciens, ingénieurs, etc., qui ont l'historique des administrations dans lesquelles ils ont participé, eh ben, l'inspection générale des affaires sociales n'a estimé qu'elle n'avait pas le temps d'y participer. Donc, ça nous renvoie aussi au sujet déjà vu tout à l'heure, des interrogations sur les calendriers auxquels les élus, les socioprofessionnels auront à faire face en matière de mesure de la qualité de l'eau sur les différentes molécules. Donc, ce sujet de la réhute, on peut vouloir afficher plus de recours. Encore faudra-t-il que les blocages réglementaires, voire législatifs, soient levés. Ou que si ce ne sont pas des blocages réglementaires et législatifs au regard de ce qui se pratique dans d'autres pays d'Europe, on ait une vision peut-être un peu plus souple du sujet. En tout Oui, état parce de que cause. le dispositif qui a été adopté il y a quelques mois n'est vraiment pas opérationnel. Enfin, ouais. Oui, voilà. Alors, arriverons-nous à déboucher sur un dispositif plus opérationnel? J'ai le sentiment que c'est le souhait des ministres. Encore faudra-t-il que la bonne intelligence de la transversalité et de l'interministérialité fasse progresser le sujet. Et là, pour le coup, ça ne dépend pas des acteurs locaux. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai oublié d'aborder avec vous ou est-ce qu'on a fait le tour? Je pense que notre échange a été large. J'ai pas le sentiment que nous ayons oublié beaucoup de sujets. Peut-être vous dire que le CNE a insisté dans ses conclusions sur la nécessité d'améliorer les connaissances et de les faire partager entre les différents acteurs. Je pense que tout le monde a ses données, chaque organisation a ses données, mais il devient, me semble-t-il, impératif de les croiser mieux, de les croiser plus vite, de les croiser plus tôt pour pouvoir asseoir des décisions de façon plus crédible, plus scientifique, si c'est possible. Donc, la surveillance, l'état des milieux,
l'interopérabilité des données entre les différents acteurs, c'est des choses sur lesquelles on a insisté. J'avais d'ailleurs, pour prendre un exemple, quand j'ai réussi à faire transformer le comité de suivi hydrologique en comité d'anticipation et de suivi hydrologique par Emmanuel Bargon, qui l'a institué par décret, j'avais simplement constaté que les opérateurs, Météo France, BRGM, OFB, VNF, EDF, chacun avait ses données, mais personne n'avait jusque-là eu l'idée de superposer les cartes. Plus les observateurs de terrain, de superposer les cartes. Et quand on superpose les cartes, on devine où les difficultés vont peut-être se poser plus vite qu'ailleurs. Donc, au-delà de cet exemple-là, je suis convaincu que Non, mais vous avez cité les problèmes techniques que l'on a d'information sur la continuité écologique, sur l'usage des différentes nappes, sur les usages agricoles. Enfin, les questions que vous évoquez sont effectivement, à mon sens, centrales. Et vous qui avez une vision plus globale de tout ceci, j'imagine que ça va être encore plus frappant, quoi. Tout à fait. On ne peut pas imaginer développer des politiques publiques au plus précis des territoires en fonction de la capacité des gens à se mettre autour de la table et de leur volonté s'il n'y a pas un partage d'informations fiables au départ. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème aussi, une fois qu'on a l'info et qu'elle, normalement, dans un monde parfait, elle se retrouverait en amont des réflexions de manière réellement réfléchie au stade des agences et des offices de l'eau, mais aussi des stages et des SDAG, est-ce que on n'a pas un problème ensuite de pilotage des clés, commission de bassin, etc. C'est-à-dire que on a des univers très divers qui essaient de travailler ensemble avec des informations incomplètes, vous venez de le dire en d'autres termes. Mais est-ce que parfois, du coup, on a du mal à... Comment dire? Est-ce que dans leur fonctionnement, on n'a pas un risque d'aller vers des consensus mous, là où des décisions importantes parfois sont à prendre, parce que la gouvernance ne permet pas des décisions courageuses? Euh, Moi, je pense que chaque opérateur a toute raison de développer des bases de données crédibles d'un point de vue scientifique. Le partage au plan local, il dépendra beaucoup de la capacité de la capacité des élus à accepter de porter des maîtrises d'ouvrage et d'emporter le débat collectif. Donc, j'ai été élu local et national. Je pense que ce sujet de l'eau, il renvoie à la responsabilité, d'abord à la responsabilité politique. Évidemment, les conditions du débat local avec un portage en tant que maître d'ouvrage pour vouloir faire des choses, passer à l'action. Là, paradoxalement, là où les choses ont le plus avancé, c'est là où il y avait des difficultés telles que la protection des inondations. Là, nécessité avait force de loi. Moi, je suis allé sur le sujet de l'eau par le biais du sujet des inondations quand j'étais élu local. J'ai porté plusieurs papilles dans mon département ou dans le morceau du nord du département où j'étais acteur. Donc, il ne faudrait pas que ça soit uniquement sous la pression de la difficulté qu'on se penche sur ce sujet de l'eau. L'impératif lié aux pressions récurrentes sur la ressource du fait des sécheresses, l'eau est le marqueur du dérèglement climatique, par ses excès ou par ses manques. Et donc, je crois que c'est cet impératif-là qu'il faut qu'il soit pris à bras-le-corps par la responsabilité politique. Et j'en appelle justement à cette conscience-là pour que, malgré toutes les difficultés qu'on ne balayera pas d'un revers de main, mais pour créer les conditions justement d'un dialogue, pour le coup aussi apaisé, si on peut le rechercher, sur ce sujet du partage de la ressource et de la sobriété. Bah, écoutez, ça ressemble à une phrase de conclusion, donc je propose qu'on en arrête là. Ça a été un peu plus long que prévu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à vous, Merci. monsieur. Au revoir.